Nous accueillons maintenant Christophe Chenier. Christophe Chenier est professeur en évaluation des compétences, spécialisé en évaluation du français langue seconde, discipline qu'il a enseignée durant une décennie avant de devenir évaluateur pour le TEF et formateur d'évaluateurs, puis de compléter une recherche doctorale sur le jugement évaluatif. Il a dirigé les travaux de refonte de l'échelle québécoise des niveaux de compétences en français et a développé des outils d'évaluation pour favoriser le positionnement à l'inscription des cours de francisation. Christophe, je vous passe la parole. Je, je vais tenter de rester immobile. Ce sera mon défi de la journée. Alors, merci de votre présence. Vous allez voir, on est assez ailleurs par rapport aux présentations précédentes de la journée. Espérons toutefois qu'on est à un bon endroit. En fait, Once Upon a Time in the UK, et oui, je parle en anglais dans une présentation sur le français en enseignement supérieur. Nous sommes en 1913 avec le Cambridge Certificate of English. Qu'est-ce que c'est? C'est un test développé par l'Université Cambridge qui visait en gros à certifier pour les personnes étrangères, donc les non-britanniques, soit la capacité à enseigner l'anglais dans leur état d'origine ou alors leur capacité à être admis à l'université, une université généralement, presque toujours à l'époque, soit Cambridge, soit Oxford, God forbid. Alors, on est dans un registre de tests très particulier, toutefois, c'est essentiellement des dissertations et des traductions. Alors, ça se veut un test d'anglais, mais c'est encore tout pétri de la culture humaniste classique. Donc, essentiellement, on vous demande d'écrire une dissertation de 3 pages sur, je sais pas moi, Lord Byron et sa poésie, par exemple, ou des trucs du genre, ou traduire en anglais un texte en latin, en français, en allemand ou en italien. Là. Donc, on est assez loin des épreuves standardisées actuelles. Et c'est tout simplement une extension d'un truc qui avait été développé au milieu du 19e siècle, mais aux gens hors métropole. Le truc développé en 1805, vers les années 1850, en fait, c'est toute l'idée de l'évaluation pour la sélection des fonctionnaires. Historiquement, au Royaume-Uni, quand on voulait recruter des fonctionnaires, c'était essentiellement une question de patronage. Si vous connaissiez un petit baronnet, vous aviez une sinécure, donc, et vous aviez un emploi à vie et tout était merveilleux. Mais si vous étiez brillant, mais roturier, vous ne pouviez avoir un emploi. Alors, évidemment, dans une société de plus en plus démocratique à travers le 19e siècle, qu'est-ce que les British font? Ben, ils oublient le système de patronage et ils mettent en place un système de sélection fondé sur des épreuves, des examens standardisés et qui va lancer la première étude d'osmologique recensée en 1888 là, sur le système d'évaluation pour sélectionner les fonctionnaires là, du service civil indien là, dans le temps que l'Inde était une partie de l'Empire britannique. Très intéressant. On se déplace quelques années plus tard aux États-Unis. Et là, il y a l'Immigration Act de 1924, post-Première Guerre mondiale, le but étant aux États-Unis et au Canada de bloquer le plus possible l'immigration à toute personne non blanche et idéalement anglo-saxonne ou scandinave. Donc, en gros, on instaure des quotas drastiques, draconiens, et c'est à peu près impossible pour quiconque d'obtenir un permis de séjour aux États-Unis. Mais dans la loi de 1924, il y avait un article, un loophole, là, un vide qu'on pouvait exploiter qui disait que toute personne qui était étudiante dans un collège ou une université américaine obtenait automatiquement un permis d'études, un permis de séjour, en fait. Alors, qu'est-ce qui est arrivé, vous pensez? Ben, toutes les personnes qui avaient un peu d'argent et qui voulaient immigrer aux États-Unis se sont inscrites à une université même si elle ne parlait pas un mot d'anglais et qu'elle ne lisait pas du tout l'anglais, parce que tout ce qu'elle voulait, c'était le permis de séjour, exactement comme aujourd'hui, on va marier quelqu'un pour avoir la green card. C'est la même idée. Alors, 2 années plus tard, qu'est-ce qu'on voit? Therefore, it is requested that all schools indicate that in the certificate of admission, the exact knowledge of the English language a student must have before he can be accepted. Boum! Il faut évaluer le niveau d'anglais des personnes admises parce qu'on se rend compte qu'il y a des étudiants que des hommes à l'époque, qui étaient admis et qui étaient bien incapables d'étudier dans le système tertiaire universitaire américain. Et donc, c'est très intéressant parce que peu de gens le savent, mais
l'évaluation pour l'admission aux études supérieures, c'est le berceau, c'est l'origine des tests de langue standardisés, des grandes épreuves que nous retrouvons de nos jours et qui sont un business très, très lucratif, là, quand même pécuniairement parlant. Là. Le TOEFL, le IELTS, le TEF, le TCF, il y a quand même beaucoup de thunes à faire là-dedans, là, si je puis dire. Et on le sait, aujourd'hui encore, évidemment, pour être admis aux études supérieures, il faut prouver son niveau de compétence en français dans le contexte du Québec. Et là, je m'excuse pour nos camarades francophones hors Québec. Je ne parlerai que du contexte québécois universitaire parce que c'est celui que je maîtrise le mieux. Alors, tout le monde est d'accord un peu avec l'idée, ouais, OK, bon, on s'inscrit dans une université en français, on étudie en français, ça serait bien de parler, de lire et écrire minimalement en français pour être capable de réussir nos études, quoi. Mais comment faire? C'est la grande question. Hein. Alors, on se dit toujours, ouais, on va évaluer, ça va être merveilleux, puis ça va être simple, on va regarder la validité des tests qu'on va utiliser, puis la validité, c'est quoi? Ben, est-ce que ça mesure ce qu'on veut mesurer? Est-ce que ça évalue ce qu'on veut évaluer? Que nenni, mesdames et messieurs, ça, c'était une conception historique. De nos jours, quand je parle de nos jours, on est plus dans les 40 dernières années. Quand on regarde un processus évaluatif, la question qu'on se pose, c'est plus jusqu'à quel point les décisions que nous prendrons suite aux résultats de l'évaluation mèneront à des conséquences davantage positives que négatives sur l'ensemble des parties prenantes impliquées dans le processus. Et là, vous voyez, c'est un peu plus compliqué déjà. Là, ça va au-delà de ouais, je veux évaluer le vocabulaire dans le champ lexical du français académique en sociologie au 21e siècle, par exemple. C'est plus, mon Dieu, le processus d'évaluation actuel, qu'en est-il de ses conséquences sur les étudiantes et les étudiants eux-mêmes et elles-mêmes, leurs familles, les personnes enseignantes à l'université, les autres étudiants et les autres étudiantes dans les cours qu'on oublie très souvent dans tout ça, mais qui en fait, c'est une partie prenante essentielle parce que le travail collaboratif en classe, il est présent dans énormément de cours et dans plein de contextes. Le personnel de soutien administratif universitaire, c'est eux qui ont à vivre quotidiennement et à répondre aux questions et à interagir avec les personnes étudiantes pour leur dossier, leur choix de cours, etc., etc. Ben, l'université avec un grand U, là, cette institution, là, s'il en est encore ainsi, et évidemment ses finances. Et ben, à travers tout ça, les compagnies de testing. Donc, quand on regarde tout ça, on essaie de réfléchir à la question, est-ce que le processus d'évaluation du niveau de compétence en français académique est valide? Donc, qu'en est-il des conséquences sur l'ensemble de ces parties prenantes-là? La situation actuellement, on peut l'étudier de deux manières différentes. D'une part, il y a les personnes qui n'ont pas étudié en français dans leur parcours, j'allais dire antérieur, ça aurait été un pléonasme manifestement, et les personnes qui ont étudié en français dans leur parcours. Point. Alors, bon, ça, c'est les normes à l'UDM qui sont, je crois, très similaires dans pas mal toutes les universités francophones de la province. Il faut attester soit de la réussite d'un test standardisé, par exemple, il y a une liste, ou avoir réussi un ensemble de cours ciblés, ou la formation de francisation offerte par brillamment offerte, excusez-moi, Eva, par UDM français, là, hein, évidemment. Puis, si vous choisissez la voie des tests standardisés, ben, il n'y en a pas beaucoup en français. Il y en a deux grands qui sont reconnus, qui sont le TEF, le TEF et le TCF. Et le TEF, ben voilà, normalement, on exige un B2. B2, c'est selon le cadre européen commun de référence parce que nous sommes, en plus d'être dans un monde dominé par l'anglais, nous sommes dans un monde dominé par l'Union européenne en termes de compétences langagières. Là. Très ironique tout ça. J'aurais pu utiliser les niveaux de l'échelle, là, mais on les connaît moins, même à l'UDM. Nul n'est prophète en son pays, etc., etc. Mais c'est quoi le niveau B2? Ben, en gros, c'est ça. Là, je vous laisse lire un peu. Ça prend un niveau de lecture B1 pour être capable de comprendre le niveau de compréhension orale B2. En gros, là, c'est d'être capable de comprendre le français dans plein de contextes tant qu'il n'y a pas trop d'expressions extrêmement nichées, idiomatiques ou très familières ou un lexique très précis ou alors qu'il n'y a pas trop de bruit de construction. Ça a l'air de rien, mais à l'UDM, ça, c'est un exploit de respecter cette condition. Hein. D'ailleurs, en ce moment, on est chanceux. Puis pour le TEF, par exemple, si vous êtes étudiant, étudiante internationale, que vous voulez vous inscrire à l'UDM, vous faites le TEF. On va maintenant, c'est tout nouveau, hein, bizarrement. Historiquement, on n'évaluait pas l'écriture, on n'évaluait que la compréhension orale et écrite, ce qui est très étrange parce que
à travers tout le 20e et 21e siècle. Essentiellement, les étudiants, leurs travaux, les étudiantes, c'est d'écrire des textes. Alors, c'était extrêmement étrange qu'on n'évalue pas, qu'on ne demande pas un niveau de compétence minimale en anglais, en expression écrite, excusez-moi. Pour le TEF, vous voyez ce qu'on demande pour faire l'expression écrite, c'est assez minimal, hein. C'est 2 textes, 1 heure max, un fait divers de 80 mots, voilà, et un texte argumentatif de 200 mots qui prend la forme d'une lettre ouverte là, dans les journaux. Parce que c'est un peu ringard quand même, là, on est encore un peu à une autre époque où on écrivait des lettres ouvertes dans les journaux, là. Non, mais c'est tellement désuet et suranné que de nos jours, je connais le nom des personnes qui écrivent au devoir. Parce que c'est toujours les 4 mêmes citoyens qui écrivent des lettres ouvertes au devoir. C'est fou. Puis là, vous voyez, à droite, c'est les critères d'évaluation. Les personnes aguerries remarqueront une chose, il y a à peu près 2 critères sur 6 qui concernent la langue elle-même, donc les erreurs d'orthographe et de grammaire, de syntaxe et de ponctuation. Tout le reste, c'est du contenu. Là, je vous rappelle, on est pour les personnes n'ayant pas étudié en français, donc essentiellement étudiantes, étudiants internationaux. Il y a un problème avec ces tests-là, manifestement. Il y en a très peu. Et aucun test les 2 tests qui existent, le TCF ou le TEF, sont des tests de français décontextualisés et généraux. Donc, il n'y a pas, comme en anglais, il existe dans d'autres langues, hein, il existe en allemand, par exemple, des tests d'allemand académique. Probablement d'être capable de lire Hegel et de comprendre quoi que ce soit, là. Et donc, personne n'a jamais réussi le test, je crois. En anglais, il y a des examens d'anglais académique, mais en français, non. Ce qui est un enjeu, évidemment, parce que le français utilisé dans les différentes disciplines universitaires n'est pas le français de tous les jours. Et surtout, le plus grand problème, c'est que la compétence en langue, c'est une chose, mais sa pragmatique en est une autre. Les connaissances langagières et linguistiques, les savoir-faire, c'est une chose, mais connaître les usages sociolinguistiques des réalités universitaires au Québec, c'est une toute autre chose. Tout le monde qui a déjà enseigné à l'université a vécu des cas concrets où les étudiants, les étudiantes internationaux, manifestement, leur niveau de français dans l'absolu est excellent, mais ils ne connaissent pas les codes de la communication, tant orale qu'écrite. Ils n'ont pas la maîtrise des genres discursifs attendus, de l'initiative à laquelle on s'attend d'étudiants et d'étudiantes universitaires, par exemple, de lever la main et d'intervenir, qu'il est tout à fait donc que le tutoiement est plus commun qu'en France, par exemple, par rapport au vouvoiement au Québec. Donc, l'ensemble des compétences socio-pragmatiques et socio-linguistiques est complètement laissé de côté dans ces tests-là. Mais ce qui accroche très souvent pour les étudiants et les étudiantes, c'est cet aspect pragmatique de culture universitaire et des usages langagier que cette culture sous-tend. Parce que la langue, c'est une chose, mais on est toujours en train de l'utiliser dans un contexte particulier. Alors ça, c'est un énorme problème en termes de validité du processus évaluatif pour les personnes venues de l'étranger. C'est que déjà, les tests qu'on leur demande évaluent en grande partie pas ce qu'on voudrait connaître, nous, en tant que professionnels de l'enseignement universitaire. Et je le dis comme quelqu'un qui a à la fois enseigné le français langue étrangère, j'ai encadré des personnes qui faisaient les examens pour étudier à l'université. Ensuite, j'ai moi-même étudié à l'université, j'ai enseigné à l'université, j'y enseigne depuis 13-14 ans et j'en ai vu des cas de figure et je me rends compte que le bas blesse. Là, ça, c'est une chose pour l'évaluation des personnes venues de l'étranger, mais qu'en est-il quand on compare avec la situation des étudiants et des étudiantes provenant du Québec? Et là, il se passe quelque chose de très étrange. Je vous laisse lire. Niveau B1+. Bon, alors, ça fait 40 ans au moins que l'on parle du niveau de français des étudiants, des étudiantes admis à l'université, que, évidemment, on le sait, le niveau baisse, et ce, depuis le 3e millénaire de notre ère commune, que le niveau de français des étudiantes et des étudiants est insuffisant et qu'il faut, ma foi, faire quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? Ben, de 1987 à 92, en gros, chaque université québécoise a mis sur pied des tests de français qui étaient parfois obligatoires, parfois optionnels pour être admis dans les programmes selon les programmes d'études des différentes universités. C'était des tests ultra classiques, des bons vieux QCM qui portaient essentiellement sur les connaissances du code linguistique et des exceptions sous-jacentes.
pensez pour ceux et celles qui connaissent le TECFE actuel là, pour le brevet d'enseignement, c'est à peu près la même chose. Là. Donc, tout ce que vous n'avez jamais voulu savoir sur l'art d'utiliser les points-virgules et des expressions extraordinaires comme rouler des mécaniques. Mesdames et messieurs, oui, voilà. Oui, il y a une question dans le TECFE sur cette expression idiomatique, c'est pas une blague. Alors, si le fouillis complet, les taux d'échec sont très élevés. On parle de 40 à 60 de taux d'échec, comme d'habitude au Québec. Ça fait scandale dans les médias et chez la population et dans le politique. Et donc, le ministère de l'Enseignement supérieur intervient et met sur pied en 92 une évaluation qui lui est propre, qui correspond à l'examen de fin de cégep, un texte argumentatif de 500 mots. Remarquez qu'on est dans un texte argumentatif de 500 mots qui correspond actuellement aux longueur de mots, texte secondaire 5. Très rapidement, il y a des critiques qui sont émises justement sur le fait qu'on nivelle par le bas, que c'est pas assez difficile, que 500 mots, c'est ridicule, blablabla. Donc, on met sur pied l'épreuve uniforme actuelle. Dissertation critique de 900 mots sur un sujet littéraire. Par exemple, le traitement de la pilosité chez Baudelaire. Là. Hein, en quoi la chevelure de la femme nous renseigne sur la sensualité de Chuck. Chuck étant Charles Baudelaire, bien entendu. L'épreuve uniforme, bon, c'est une dissertation critique, 900 mots. Vous voyez les statistiques de taux de succès et donc de taux d'échec en fonction des critères. Il y a 3 critères d'évaluation. Compréhension et qualité de l'argumentation, structure du texte, donc 2 critères qui sont davantage axés sur le contenu et qui sont réussis, ma foi, de façon splendide. Moi, j'aime beaucoup le deuxième critère. Il y a 2 personnes sur 42 000 qui ont eu un E lors de la passation en 2023, je crois. Quand même magnifique. Et évidemment, c'est pas une surprise, c'est au niveau de la maîtrise de la langue que le bas blesse et que tous les échecs se situent. Or, la réussite de l'épreuve uniforme est obligatoire pour l'obtention du DEC et l'obtention du DEC est obligatoire pour l'admission universitaire. Et on se retrouve dans une situation qui m'a sidéré, parce que normalement, quand on s'intéresse à l'évaluation des compétences langagières des personnes en situation de migration, soit académique, professionnelle ou personnelle, ben, on cherche toujours à révéler les inégalités et les discriminations dont les personnes de l'étranger sont victimes. Et il n'y a aucun doute que dans un cadre politique, normalement, l'évaluation de la langue est une procédure de contrôle sociopolitique pour limiter le plus possible l'accès à la résidence et à la citoyenneté. Par exemple, en Allemagne, au Danemark et tout, on est assez friand de demander des niveaux de compétences extrêmement élevés pour obtenir la citoyenneté et le droit de vote, etc., etc. Mais là, c'est très étrange parce qu'en fait, bizarrement, quand on compare ce qu'on évalue pour les étudiants et les étudiantes originaires du Québec versus les autres, on se rend compte qu'on est beaucoup plus exigeant pour les étudiantes et les étudiants originaires du Québec. Rappelez-vous, pour le TEF, pour l'expression écrite, vous devez écrire 280 mots. Il y a 2 critères sur 6 qui évaluent la qualité de la langue. Et là, je n'ai pas le droit de vous montrer la grille, mais je la connais bien. Et la grille, elle est qualitative. On ne compte pas les erreurs dans le TEF d'orthographe ou de grammaire, de ponctuation. On pose un jugement global sur la qualité formelle de la langue. Exactement comme ils font dans le réseau anglophone, là, parenthèse, là, ce qui explique les taux de réussite beaucoup plus élevés aux épreuves ministérielles anglophones que francophones. Alors que pour l'épreuve uniforme de niveau collégial, on compte frénétiquement, machinalement et assez sadiquement chaque faute et chaque demi-faute. Parce que oui, j'ai assisté à une présentation d'un superviseur de correction de l'épreuve uniforme, c'est magique. Si vous mettez un accent à un A et que ça ne prend pas d'accent parce que c'est le verbe avoir, c'est une faute de typographie, c'est une demi-faute. Mais si vous ne mettez pas d'accent là où il en faudrait un, là c'est autre chose, c'est une autre catégorie d'erreur, c'est grammatical, c'est une faute complète. Alors, on compte les demi-fautes, les fautes, et vous avez droit à un maximum de 30 erreurs sur 900 mots, ce qui n'est quand même pas si élevé, entre guillemets, par rapport à ce qu'on peut observer dans le TEF, par exemple. Et là, on se pose la question, on est plus exigeant pour les étudiants et les étudiantes du Québec. Ensuite, on est quand même beaucoup moins exigeant en termes de compétences de la langue. Je ne parle pas de tout le reste, là, je suis bien conscient des réalités, mais en termes simplement de démonstration de l'évaluation de la compétence langagière, on est beaucoup moins sévère, exigeant pour les étudiants et les étudiantes hors Québec, et on est encore moins sévère pour les personnes qui entrent à l'université en admission adulte, où je ne sais plus c'est quoi le vocable actuel par les temps qui courent là, dans les institutions. Personne mature ou non, je ne sais pas. En tout cas, bref, où là, il n'y a aucune exigence. Hein. Il y a des entretiens, il y a de la reconnaissance d'acquis, mais il n'y a aucune évaluation formelle qui va être demandée de la langue, sauf suite à l'étude de dossiers pour lesquels on peut demander
certaines procédures d'évaluation plus formelles pour la compétence langagière. Et donc, cette hiérarchie des exigences ne peut que nous orienter vers la question, mon Dieu, pourquoi? Et c'est très difficile de ne pas y répondre de manière très cynique en se disant, ben parce que on le sait, hein, évidemment, les étudiantes et les étudiants de l'international, c'est le fonds de pension, hein, c'est le bas de laine des universités. C'est d'abord et avant tout une source de revenus importante. C'est une monnaie d'échange dans une guerre symbolique dont on a discuté ce matin, hein, le recrutement, la productivité. On l'a vu, là, hein, 50% de nos doctorants, doctorantes viennent de l'étranger. Les citations qu'on a vues ce matin le disaient bien. Sans étudiants internationaux, il n'y a plus de laboratoires, plus de laboratoires, plus de palais. Bref, vous connaissez Astérix comme moi, là. Donc voilà. Et c'est très singulier quand même. Et on se pose la question, parce que revenons, hein, à la question qu'on se posait, quel est l'impact de ces exigences différentielles envers l'ensemble des parties prenantes? Parce que autant on veut être bienveillant envers les étudiantes et les étudiants internationaux et on veut leur donner leur chance, et il faut leur donner la chance, et il y en a plein qui vont arriver, qui vont progresser très rapidement et pour qui le français et ses usages sociopragmatiques ne sera jamais un obstacle. Il y en a d'autres qui, malheureusement, vont être admis et admises, mais mises devant un échec quasi automatique en fonction de leur choix de parcours scolaire. Mais tout ça, ça a un impact sur les personnes elles-mêmes, leurs familles, leurs finances, mais aussi sur toutes les personnes de l'écosystème universitaire de l'université d'accueil. Parce qu'évidemment, quand on fait des travaux d'équipe, hein, ben là, il y a l'enjeu de la communication entre les personnes étudiantes, tant la communication orale qu'à l'écrit. Il y a les profs, hein, moi je suis un prof, alors on est râleur, vous le savez. Hein? Alors on râle parce que le niveau baisse. Ah, ben là, j'ai un étudiant dans mon cours, il parle presque pas, je lui parle, puis je suis pas sûr qu'il comprend. Ah, c'est l'enfer. Mon Dieu, sauvez-moi, s'il vous plaît. Donc, il y a tous ces enjeux dont on doit discuter pour revenir à la question, mais qu'est-ce qu'on veut évaluer et comment on doit l'évaluer? Et là, il y a plein de belles choses qui sont mises en place. Au-delà de l'évaluation officielle, il va y avoir une évaluation de maison faite par UDM français, par exemple. Oui, non, non. C'est fini? On ne fait plus. Ah! Non! On avait fait à l'époque, mais on ne fait plus. On va y revenir un jour, mais bref, il y a tout un ensemble de ressources qui sont offertes pour développer la compétence en français. Mais est-ce que c'est suffisant et est-ce que l'évaluation faite à l'admission correspond bien à ce qu'on souhaiterait évaluer et est-ce que les résultats de ces évaluations nous amènent à poser les bons gestes et à prendre les bonnes décisions quand on regarde l'ensemble des parties prenantes impliquées? C'est évidemment, moi, je suis prof d'université, alors j'ai le bon rôle, je pose des questions qui ont l'air brillantes. Puis je dis, bon, ben, à vous de jouer, hein, prenez des décisions. Là, moi, je vais offrir mon avis avec un taux de consultant, ma foi, fort agréable. Non, je blague, évidemment. Ça me fait plaisir de donner un coup de main, mais bon, vous voyez l'ensemble d'enjeux qui s'entrecroisent. Alors, ce à quoi j'invite toute la communauté à réfléchir, parce que, chose certaine, malgré les avancées de l'intelligence artificielle générative et des grands modèles de langage sous-jacents, c'est certainement pas un ensemble d'enjeux appelés à disparaître. Au contraire, hein, il y a un accroissement fulgurant de la population internationale et des migrations sous-jacentes, tant académiques que professionnelles et personnelles. Merci beaucoup, mesdames et messieurs.